Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir ODD TV pour votre rendez-vous de discussion et d'analyse. Aujourd'hui, au cœur du débat, le développement de l'Afrique. La question est d'autant plus urgente que la polémique interrogation. Et si l'Afrique refusait le développement de l'essayiste Assel Kabou, lancé il y a un quart de siècle, continue à susciter de nombreuses réflexions au sein des milieux intellectuels africains. Aujourd'hui plus que jamais, avec le climat de crise et d'insécurité qui règne partout en Afrique. Pour en parler, j'ai choisi pour vous un jeune essayiste qui fait ses premiers pas dans le cercle très restreint des intellectuels qui osent s'attaquer à la colossale thématique du développement de l'Afrique. On ne le présente plus depuis la parution de son ouvrage Naître africain, sacrifice ou défi. Il a pour nom Ricardo Jean Sénan Aronvamé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Un plaisir d'avoir pour moi. Je ne sais pas si je peux me le permettre, mais d'entrée, j'ai très envie de vous demander comment va l'Afrique selon l'essayiste que vous êtes. Je ne dirais pas que l'Afrique va bien ou que l'Afrique va pour autant mal. Parce que d'une manière ou d'une autre, comme dans d'autres contrées, nous avons des réalités qui nous mettent à l'aise, comme des réalités qui ne nous mettent pas forcément à l'aise. Ce qui est sûr est que l'Afrique ne va pas très bien. Nous avons des handicaps qui empêchent l'éclosion des uns et des autres, qui empêchent l'émergence des diverses sociétés africaines. Et justement, quels sont ces mots qui minent l'Afrique aujourd'hui et qui empêchent ou freinent son plein développement? Nous en avons de plusieurs autres. Déjà, par exemple, si nous devons remonter dans le passé, dans l'histoire de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui ont des répercussions sur le présent d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense que les plus grands problèmes se trouvent sur les plans structurels et puis sur les plans personnels. Sur les plans structurels parce que nous ne disposons pas forcément d'écosystèmes qui encouragent les processus de développement. Nous ne disposons pas d'un écosystème qui nous permet par exemple de mieux innover, de mieux faire des recherches sur des domaines pratiques et surtout de mettre en place des processus de développement qui sont adaptés à nos réalités ici. La pauvreté, un niveau de santé bas et des carences en éducation sont autant de freins au développement de l'Afrique. Vous les avez évoqués dans votre ouvrage. À quoi ou à qui cela est imputable? Je pense que c'est imputable d'abord à tout le monde, aussi bien aux citoyens qu'aux États. Et puis, je pense que dans le livre, j'ai aussi su démontrer que l'État, même si c'est une institution, c'est d'abord constitué d'Africains. Donc, je pense que c'est imputable à tout le monde. Tout le monde a sa responsabilité en jeu. Et pour relever ce défi, je pense que tout le monde doit intervenir. Le sous-développement n'est pas dû à un manque de capitaux. Aucune des interprétations économiques ne parvient à rendre compte de la situation. Dès lors, il faut bien revenir à la question taboue des mentalités. Ainsi disait Assel Kabou. Partagez-vous cette affirmation, puisqu'il faut l'admettre, l'opinion publique s'est rendue à l'évidence pour justifier le sous-développement de l'Afrique, que l'homme noir est foncièrement méchant. Est-ce que le sous-développement est dû à un manque de capital? Je pense clairement que non. Maintenant, est-ce que c'est à cause du fait que l'on pense que l'Africain est foncièrement mauvais? Je pense que c'est aussi non. Parce que déjà, est-ce que l'Africain est pour autant si mauvais? Nous avons tous, dans toutes les civilisations humaines, nous avons des lacunes. Toutes les civilisations humaines ont leurs faiblesses. Maintenant, je pense que le discours ou bien le débat sur le sous-développement devrait plutôt s'accentuer ailleurs. Parce que ce n'est clairement pas une question de capital. En entrepreneuriat, par exemple, on dit que ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Même si nous disposons de tout le capital financier qu'il faut, et puis nous n'avons pas une certaine mentalité de développement, rien ne va se passer. Si par exemple l'État se débrouille, il peut mettre à disposition des citoyens un certain budget personnel, tout va juste partir en fumée. Donc je pense que comme Assel Kabou l'a dit, il y a 50 ans pratiquement, le plus grand travail quand il s'agit de développement, c'est à faire sur la mentalité de la grande masse. Plus concrètement, c'est à faire de sorte que chaque Africain puisse prendre conscience de son rôle et de son défi à relever lorsqu'il s'agit de développement. Et puis plus loin encore, je dirais que le plus grand défi, c'est de parvenir à faire comprendre à chacun de nous tous que nous avons un défi à relever et surtout que nous avons tous des talents que nous devons déployer au maximum, exploiter autant que possible et puis mettre ce talent au service d'abord de nous-mêmes, notre entourage, notre famille et puis après notre pays. Je pense que si tout le monde est développé, on sera développé. Vous parliez tantôt de mentalité de développement, de psychologie de développement. Qu'est-ce que cela concrètement? Pour moi, la mentalité de développement, c'est cette capacité que nous tous nous avons à pouvoir prôner le développement en nous-mêmes.
dans nos actes les plus concrets. Par exemple, une mentalité de développement, ça suppose que j'ai une bonne attitude en tant que citoyen. Ça suppose que j'ai à cœur des idées innovatrices qui vont apporter de la valeur déjà à ma personne et puis de la valeur à ma communauté. Donc, plus concrètement, pour moi, une mentalité de développement, c'est une mentalité qui promeut un développement concret, un développement communautaire, un développement social, un développement économique, pour que ce ne soit pas un développement qui s'arrête à mon niveau, à moi seul. Est-ce que ce manque de mentalité de développement dont nous nous plaignons aujourd'hui en Afrique peut être attribué à des faits historiques comme l'esclavage, l'exploitation des civilisations ou encore les religions? C'est possible parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de conceptions qui ont fragilisé la confiance en soi de l'homme noir, qui ont fragilisé de plus en plus la confiance en soi de l'Africain. Si nous est donné à nous tous la possibilité de choisir entre l'être africain et puis l'être européen, je pense que beaucoup de personnes choisiraient d'être européens. Évidemment. Et puis je vais plus loin et je me dis, si des personnalités comme Einstein, Molière, ainsi de suite, étaient nées en Afrique, est-ce qu'on les aurait connus autant? Est-ce que par exemple, on ne les aurait pas forcés à être littéraires, qu'on l'oblige par exemple à faire ceci ou cela, ou clairement qu'on l'oblige à faire un truc qu'il ne veut clairement pas? Nous n'aurons jamais ce Einstein que nous avons. Donc c'est possible que tout cela soit dû à ces considérations historiques. Maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il s'agisse toujours de pleurnicher sur son sort. Je ne pense pas qu'il s'agisse toujours de remettre sur la table du débat les questions liées à l'esclavage, liées à la colonisation, aux religions, aux guerres de clans, et ainsi de suite. Parce qu'aucun peuple n'a jamais eu une histoire totalement paisible. Tous les peuples ont chacun, à un moment donné de leur histoire, un moment de trouble. Moi, j'appelle ça des points noirs. J'appelle ça des points noirs de l'histoire et je me dis que chaque peuple a eu un point noir dans son histoire. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est de regarder devant. De regarder devant, et si on doit regarder en arrière, que ce soit pour tirer des leçons, que ce soit pour aller beaucoup plus en avant, et que ce ne soit pas pour pleurnicher, que ce soit clairement pas pour se mettre à se torturer sur l'histoire, parce que ce qui est passé est passé. On ne peut rien. Vous nous invitez à l'optimisme, Ricardo, mais permettez-moi de faire un pas en arrière. Est-ce qu'on doit affirmer que naître africain est une fatalité ou que l'Afrique est condamnée à un retard permanent et éternel sur les autres continents? Merci. Je pense que c'est la question à laquelle répond de long en large ce livre. Nous allons être plus concrets. Et puis, je vais me mettre à la place de tout Africain. Comme je le disais, si à la base, lorsqu'on nous mettait au monde, enfin, si nous était demandé, par exemple, Ricardo, est-ce que tu allais choisir naître africain, mais tu allais choisir naître européen? Je me dirais tout de suite, si je nais en Europe, j'ai des écosystèmes qui sont plus favorables, j'ai beaucoup de choses qui me sont plus adaptées, enfin, qui me sont plus favorables, je pourrais mieux exceller, ainsi de suite. Et puis je me dis, mais tiens, si je nais en Afrique, je pourrais avoir évidemment des écosystèmes aussi favorables, des réalités culturelles, des réalités culturelles du moins, et puis bien évidemment aussi des handicaps, d'une manière ou d'une autre. Donc, je pourrais facilement choisir d'être européen, mais la question n'est pas forcément là. Pour moi, déjà que je suis né africain, c'est une responsabilité, c'est un défi. Et puis ce défi, c'est essayer de faire quelque chose pour impacter ce développement. Et donc, si je dois faire un truc pour impacter ce développement, ça veut dire que l'Afrique n'est pas forcément condamnée au sous-développement. L'Afrique n'est pas pour autant condamnée à une arriération. C'est clair que le travail à faire est énorme. Donc, je me dis que c'est toujours possible de se mettre à jour. Sauf que les plus grandes questions pourraient se situer ailleurs. On pourrait se demander, par exemple, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà que si nous avons probablement, s'il y a par exemple 100 ans de différence de développement entre les pays du Sub-Sahara et puis les autres pays de l'Occident, par exemple, comment est-ce qu'on peut rattraper ce retard de développement? Je pense qu'il faudra plutôt réfléchir à des processus qui sont, est-ce que je dirais des raccourcis de développement? Non. Mais des processus beaucoup plus originaux, qui tiennent compte des nouvelles technologies, qui tiennent compte des innovations du moment, qui tiennent compte de tous les secteurs. Ricardo, sur quel axe doit-on agir pour amorcer le développement de l'Afrique dont nous rêvons tous? Ce développement dont nous rêvons tous peut venir de plusieurs axes, de plusieurs plans. Mais personnellement, je m'arrête à deux plans principaux. Le plan structurel et puis le plan personnel. Mon plan, enfin, ce que j'appelle le plan structurel, ça tient surtout comme des divers écosystèmes dont nous avons besoin. Par exemple, un écosystème qui permet au système scolaire de tenir compte de chacun dans son unicité. Donc, sur le plan structurel, par exemple, moi, j'imagine des écosystèmes qui tiennent compte d'une manière ou d'une autre de l'épanouissement de chacun dans son talent et dans ses passions. Et puis concrètement, sur le plan scolaire, par exemple, une certaine réforme au niveau du système scolaire où, par exemple, déjà au bas âge, nous avons des systèmes d'orientation. Que nous ayons des écosystèmes qui encouragent la recherche
et d'abord qui encourage la découverte des nouvelles technologies, la découverte ou bien l'enseignement du numérique d'une manière ou d'une autre, et surtout des écosystèmes qui cessent de faire croire que ces technologies ou bien ces nouveautés sont faites pour l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui pensent par exemple que les réseaux sociaux, le numérique, les nouvelles technologies, robotisation, ainsi de suite, ce sont des choses qui sont faites pour le blanc. Ce n'est pas pourtant vrai. On va revenir à la question de ces nouveaux outils. Ouais. Mais déjà, dites-moi, quelle peut être la place des jeunes dans ce processus que nous voulons amorcer? Si dans le Sud-Sahara, la jeunesse occupe une très grande partie dans la population, c'est clair que cette jeunesse a un très grand rôle à jouer. Et puis, lorsqu'on parle de jeunes, on parle de vigueur, on parle de force. Et puis, moi, je vois directement une certaine responsabilité. Plus concrètement, je pense que tout jeune doit d'abord essayer de voir ce qu'il a de particulier. Ça pourrait résoudre d'une manière ou d'une autre les problèmes de chômage, les problèmes de manque de travail, ainsi de suite. Donc, je pense que la jeunesse a un très grand rôle à jouer, une énorme responsabilité. Pour venir maintenant aux questions du numérique et de ces nouveaux outils que nous copions, que nous colportons de chez les Européens, vous en êtes un utilisateur averti puisque vous avez été lauréat du prix Space App Challenge de la NASA avec Afronum. Quelle sera l'utilité de ces nouveaux outils aujourd'hui? Personnellement, je conçois toutes les nouvelles solutions comme toutes les nouvelles innovations comme des solutions du développement. Et pour moi, les pays du Sub-Sahara, donc les pays en voie de développement, et puis tous les autres pays de l'Afrique, devraient les voir un peu de cette sorte. Aujourd'hui, pour moi, le numérique, c'est beaucoup plus un moyen de productivité. C'est un moyen qui me permet de faire les choses beaucoup plus rapidement que je n'aurais pas pu si le numérique n'était pas là. Donc, je pense que ça joue aussi un très grand rôle. Et puis, l'effort peut-être à faire, c'est de parvenir à faire comprendre à tout un chacun de nous l'utilité de ces innovations et surtout à encourager les acteurs du secteur, donc les acteurs du domaine du numérique, à faire des recherches, à mieux former ceux qui ne sont pas informés et puis à faire tout ce qu'il faut pour développer des solutions. Et puis, moi, je prône d'une manière ou d'une autre une certaine technologie africaine parce que je crois que c'est possible. Par exemple, Emeagwali Philippe, qui est un Nigérien à la base, on parle très peu de lui, mais c'est l'un des créateurs d'Internet. Et puis, il y a beaucoup de têtes pensantes du secteur du numérique qui sont purement africains. Il y a beaucoup de personnes qui ont une très grande influence sur le numérique et qui sont purement africains. Donc, moi, je pense que le numérique, et puis ce que je suis même ma passion pour le numérique, c'est d'abord le fait que ça se fout au fait d'où vous venez. Parce que c'est un écosystème open source. Open source, ça voudra dire que nous tous, vous et moi, nous pouvons développer des choses. Ouais. Nous pouvons créer de nouvelles choses qui vont, d'une manière ou d'une autre, accroître notre productivité et surtout résoudre un problème concret de notre quotidien. Ricardo Aranvamé, merci d'avoir partagé avec nous ces réflexions. Amis internautes, nous avons un rêve. Martin Luther King, n'ayant pas le monopole du sommeil, ne saurait avoir celui du rêve. Nous rêvons d'une Afrique nouvelle qui jaillit, telle une plante verte de l'humus sale et nauséabond. Une Afrique digne et fière qui nous rappelle à tous que l'âge d'or de son histoire lointaine n'est pas un mythe. Tel est notre souhait et si vous le voulez, il est désormais votre. Travaillons-y. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour votre prochain numéro de La Décade.